Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série Rencontres de Passion médiéviste. C'est un petit peu l'annexe où je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public et qui, à leur niveau, luttent contre les idées reçues sur cette belle période de 1000 ans. Et pour cette 11e rencontre, je reçois Thomas Guérin. Bonjour Thomas. Bonjour Fanny. Thomas, avec toi aujourd'hui, nous allons parler d'archéologie médiévale et de château normand un petit peu quand même, parce que c'est un petit peu ton dada. Thomas, tu es archéologue médiéviste libéral et spécialiste en castellologie normande. Première question déjà Thomas, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier l'histoire, le Moyen-Âge et l'archéologie et dans quel ordre c'est venu ? Très bonne question. J'ai pas du tout un parcours qui me prédestinait à ça. Pour être tout à fait franc, j'ai fait un bac L art plastique. J'étais plutôt destiné à un truc un peu artistique, très loin des sciences en plus. Le bac en main, je me suis dit que l'art plastique, finalement, ça me plaisait pas. Et avec un bac d'art plastique, finalement, à la fac, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de l'histoire, parce que c'est Très bonne idée. peu en désespoir de cause, oui. Et au démarrage, j'avais opté pour l'histoire des religions à la fac de Rouen, en Normandie, et mon emploi du temps me permettait pas de prendre ça, et parmi les seules options disponibles dans mon emploi du temps, il y avait archéologie. Donc ça paraît un peu bizarre comme parcours. C'est par hasard en fait. Ouais, c'est ça. Et je me suis pointé dans le premier cours d'archéologie, je me suis pointé en retard dans une toute petite salle, une salle de TD toute pourrie de la fac de Rouen, qui est un peu éloignée des amphis, qui était bondée, il y avait plein d'étudiants là-dedans, c'était noir parce que le prof projetait des diapos, le prof c'était Jacques Lemao, grand archéologue normand, avec qui d'ailleurs on est en train de préparer une publi actuellement. Je me suis assis au fond et Jacques, qui parfois a un ton monocorde, était en train de présenter des diapos de Fanum, c'est-à-dire des temples carrés gaulois. Pendant quasiment toute la fin du cours, ça n'a été que ça. C'est-à-dire, il a fait défiler des vues aériennes. Le premier cours, il monte des diapos. Ah oui. En tout cas, c'était mon premier cours. Moi, j'étais en retard. Et ça n'était qu'un défilé de diapos qui montraient des champs avec des formes carrées dedans, toutes pareilles les unes aux autres. Et je me suis dit, waouh, l'archéologie, c'est quand même assez spécial. Et 20 ans plus tard, voilà, je suis complètement installé dans le truc. Parce que finalement, en fait, en creusant un peu, il s'avère que... C'est le cas de le dire. Oui. Elle n'était pas préméditée, celle-là. Je me suis découvert une passion, en fait. Je rêvais pas d'être archéologue étant petit. J'avais même une trouille bleue des momies, donc c'est complètement contre-productif quand on est archéo. Du coup, je me suis pris au jeu. J'ai découvert le Moyen-Âge sous un angle que l'école nous présente pas. Donc je me suis pris de passion pour cette période qui m'a semblé complètement nouvelle, en fait. On a souvent cette vue du Moyen-Âge extrêmement sombre, tout pourri, avec des donjons, des corbeaux et des gens qu'on torture. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et avec l'archéologie, en fait, on plonge dans le quotidien des gens qu'on voit pas habituellement dans les sources. Les petites gens, en fait, la vie quotidienne, comment ils s'habillent, ce qu'ils mangent, etc. C'est une aventure passionnante qui continue encore maintenant. D'ailleurs, si la vie quotidienne au Moyen-Âge intéresse les gens, j'ai fait en septembre 2020 une série spéciale de 4 épisodes sur les vêtements, les jouets, l'habitat d'ailleurs, et les soins du corps. Donc, allez voir ça. Thomas, une fois que tu étais donc dans cette licence d'histoire, est-ce que tu as continué à te spécialiser en archéologie ? Oui, dès Doc 2. Doc 2, oui, ça c'est vraiment à l'ancienne. Oui, je me suis trahi là. Non mais t'inquiète, moi le bac que j'ai passé n'existe plus non plus, donc je comprends. Oui, on est tous là. Donc aujourd'hui c'est licence 2, je crois, à peu près. Du coup, j'ai su que ce que je voulais faire, c'était une spécialisation archéologie. Alors à la fac de Rouen, en fait, il n'y avait pas d'enseignement pur archéo qui existait, c'était une spécialité de la filière histoire, donc j'ai suivi la filière histoire, mais dans l'absolu, en fait, je suis plus archéologue qu'historien. Et ensuite, tu as été en master et jusqu'à la thèse ? Alors tout à fait, j'ai fait une maîtrise, oui, j'ai fait une maîtrise donc, avec Anne-Marie Flambard-Hérichet sur un sujet monographique, le château de Louviers, qui est ma ville de naissance en fait. Oui, c'est souvent ça, on aime bien étudier son sujet local. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, y avait un problème historique sur le château, c'est-à-dire qu'il était mal situé, il n'existe plus du tout. Tous les travaux d'érudits
le situer au sud de la ville close. Et en fait, après une remise à plat des sources et grâce plus tard à des fouilles qui ont été menées avec Éric Marr de l'INRAP, on a retrouvé le château au nord, c'est-à-dire là où ma maîtrise concluait qu'il était. Donc c'était assez passionnant en fait, et ça m'a fait un déclic puisque je me suis dit mince, ça fait 200 ans en fait que les gens répètent des bêtises parce que ça a été écrit par leurs prédécesseurs qui eux-mêmes répétaient leurs prédécesseurs. Je me suis dit finalement en fait l'histoire elle est pas si gravée dans le marbre que ça. Il peut y avoir des erreurs en matière de château en l'occurrence, il peut y avoir des trucs qu'on pense savoir et qu'on ignore, et l'archéologie est une clé. Donc du coup j'ai continué en master 2 parce que du coup dans l'entrefait le DEA n'existait plus. Donc je suis à la transition entre le vieux système. On fait une historiographie aussi de l'université française, c'est bien. C'est ça. Donc mon DEA a continué, donc j'ai précisé mon sujet toujours sur Louviers, avec en tête une ouverture vers les châteaux et leurs relations avec les fortifications urbaines en Normandie orientale, c'est-à-dire en gros la Haute-Normandie, en fait, qui n'existe plus non plus. C'est un podcast d'histoire, effectivement, aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui n'existent plus. Avec, comme sujet pour un doctorat, d'étudier effectivement le château et les fortifications urbaines, donc la relation de l'un par rapport à l'autre, pour une période plutôt fin Moyen-Âge, essentiellement 13e, 15e, à peu près. Ce que j'ai modifié dans la suite de mon parcours, puisqu'il m'a semblé que c'était un peu trop réducteur, donc j'ai un petit peu élargi ma chronologie depuis le 11e jusqu'à la fin de la guerre de 100 ans. Et donc tu t'es lancé dans une thèse sur les châteaux normands, et les fortifications plutôt fin du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ta thèse ? Il y a eu un petit souci, je crois. Alors oui, je suis sur mon CV toujours doctorant. Oui, ça m'a surpris parce que je fais, mais doctorant depuis 2009 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça. En fait, donc j'ai commencé ma thèse en 2009 et j'ai été recruté en même temps par une boîte d'archéologie préventive, une boîte privée, pas l'INRAP. C'est chez EVA. Donc, à l'époque, c'était une petite boîte qui émergeait à Limoges. On n'était que 14. Aujourd'hui, c'est un des opérateurs d'archéologie préventive majeurs en France avec, je crois, quasiment 200 salariés, enfin un truc comme ça. Et donc, du coup, mon de responsable d'opération en archéologie préventive m'a un peu occupé. Et du coup, ma thèse s'est un peu mise à l'arrêt. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'y revenir, en fait, de retravailler un petit peu dessus. Et ces derniers temps, donc après avoir consulté mon ancienne directrice de thèse, donc Anne-Marie Flambard, toujours la même depuis la maîtrise, celle-ci m'a conseillé de reprendre contact avec Pierre-Yves Lafont de Rennes 2 pour envisager une reprise et une soutenance, puisque ça aurait été dommage de ne pas mener ce travail universitaire à terme. Revenons à quand tu t'es fait recruter par ce cabinet. Comment est-ce qu'ils t'ont contacté ? Est-ce que c'est toi qui as candidaté ? Alors non, à l'époque, l'archéologie préventive en fait connaissait en fait une modification structurelle assez importante puisque depuis la loi alors je sais plus l'année précisément, mais début des années 2000, il y a une loi qui a permis en fait d'ouvrir l'archéologie préventive à la concurrence. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'archéologie préventive ? Ah oui, tout à fait. En fait, en archéologie, il y a deux cadres d'intervention, ce qu'on appelle l'archéologie programmée et l'archéologie préventive. L'archéologie programmée, c'est un peu l'archéologie de recherche pure et dure. C'est l'archéologie qu'on voit parfois à la télé, c'est les jeunes bénévoles qui viennent l'été sur un chantier, c'est souvent piloté par une université, et l'objectif en fait c'est vraiment de faire avancer une problématique scientifique, etc. Malheureusement ces derniers temps c'est devenu un mode d'archéologie qui s'est raréfié. La majeure partie de l'activité archéologique aujourd'hui elle est essentiellement préventive, c'est-à-dire qu'en fait c'est de l'archéologie de sauvetage qui intervient en amont des chantiers de construction, quand on construit un bâtiment, un supermarché ou une parking, autoroute. Quoi, exactement, ouais. Et donc l'archéologie préventive intervient en amont pour sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder, éventuellement même contribuer à modifier le projet d'aménagement si ce qui se trouve dessous est suffisamment important pour être conservé en place. C'est ce qu'on a pu voir par exemple à Paladru en fait. Alors j'avais fait un épisode sur les chevaliers paysans au lac de Paladru, c'est parce qu'il y avait un projet en fait de marina qu'on s'est dit, ce serait peut-être temps d'étudier ce qu'il y avait là, et qu'en fait, oui, on s'est dit, on va pas la faire, la marina, parce qu'il y a des choses intéressantes et que le chantier a duré des dizaines et des dizaines d'années. Donc toi, tu travaillais plutôt sur ce genre de choses. Alors oui, sachant que le cas de Charavine, donc du lac de Paladru, c'est, je dirais, presque une opération préventive qui s'est muée en opération programmée, en fait, par la force des choses. Mais oui, j'ai essentiellement travaillé, donc, dans le cadre d'EVA, sur des chantiers qui étaient en amont d'aménagement. Et j'ai appris l'archéologie sur les chantiers écoles de l'université de Rouen.
Et les premiers chantiers sur lesquels tu as été, est-ce que tu t'en rappelles? Qu'est-ce que c'était? Tout à fait. Le premier chantier, donc c'était en 2001, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 20 ans maintenant. Oh là là. Et c'était sur le château de Bretoncelle, dans l'Orne, qu'une fouille donc dirigée par Anne-Marie Flambard-Hérichet, qui est... Tu es lié totalement à elle, en fait. Exactement, oui, on nous a surnommés les Flambardiens, parfois avec un peu de cynisme. Mais je dois beaucoup, en fait, de mon parcours archéologique, effectivement, alors à la fois à Jacques Lemao et à Anne-Marie Flambard-Hérichet, qui ont été des maîtres à penser, des professeurs qui ont su donner, en fait, l'ouverture d'esprit nécessaire pour faire de l'archéologie dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'il faut quand même leur rendre hommage, des profs qui nous laissent toute latitude, toute indépendance et qui sont juste là pour nous remettre un petit peu sur les rails quand on part un peu n'importe comment. C'est rare et c'est appréciable parce qu'effectivement c'est en grande partie ma carrière d'archéologue actuelle, en fait je la leur dois en grande partie. Donc mon premier chantier, c'était Bretoncelle. Et tu faisais quoi dessus? Alors on a fouillé, on était en train de fouiller sur différents secteurs. C'était la fouille programmée était en train de se terminer. Il y avait une fouille sur la motte du château et sur le bâtiment résidentiel qui était au pied. Je crois que j'ai passé une semaine la première fois en fait avec 2 autres à fouiller très méticuleusement en fait des déblais qui n'avaient pas été répertoriés par l'archéologue qui faisait la fouille avant. C'est quoi des déblais? En fait, c'est-à-dire que c'est de la terre récente qui avait été remise dans un trou. Et donc en fait, on a fouillé les fouilles de l'archéologue d'avant nous. Oh là là. Mais c'est très formateur parce que du coup, quand on a découvert au bout d'une semaine une bâche noire au fond de ce qu'on était en train de fouiller, en plastique, on s'est dit que clairement on faisait fausse route. Quand tu étais bénévole, quel chantier t'a le plus marqué? C'est une bonne question. Je dois dire que je garde un souvenir particulièrement, un très bon souvenir du Château Gannes, qui a été donc le dernier chantier école de l'Université de Rouen sur lequel je suis intervenu. Pour le coup, j'étais dans la position de ceux qui m'avaient formé quand j'étais à Bretoncelle. Le château était tout à fait passionnant, hein. On a fouillé un château d'époque romane avec des éléments, il y avait notamment une chapelle avec de l'enduit peint, etc. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Ça a été aussi quelque part une sorte d'achèvement puisque j'étais en quelque sorte entre guillemets responsable secteur en fait. Donc Anne-Marie en fait surveillait plus ce qu'on faisait, donc elle nous laissait toute latitude pour l'enregistrement, la conduite des opérations sur les secteurs qui nous étaient attribués. Et puis bon, ça a été vraiment le départ dans le grand bain, on va dire. Donc après, tu as été embauché donc, pour faire de l'archéologie préinventive. Et au fil des années, quels sont les métiers que tu exerçais? Dans le cadre de ma formation à l'université, en fait, j'ai reçu aussi une formation de topographe. Ça sert à quoi la topographie? Alors la topographie, c'est... souvent on voit sur le bord des routes des géomètres avec des appareils un peu bizarres qui ressemblent à des radars. C'est le genre d'appareil qu'on utilise et ça permet en fait de dresser des plans. Et on a participé donc à un projet collectif de recherche sur les fortifications de terre en Haute-Normandie qui nous a amené pendant de 2004 à 2011 en fait à intervenir sur des relevés de forteresses en topographie. Donc ce qui nous a considérablement fait avancer nos compétences de topographie. Et donc, par la suite, en fait, c'est cette compétence aussi que j'ai mis en avant, parce que c'est aussi un axe de recherche. Et donc, archéologue et topographe, ça m'a permis d'intervenir dans le milieu associatif, et puis ensuite, à titre personnel, donc dans le cadre de mon entreprise. Parce que là, on voit que finalement, juste après tes recherches, tu as pu directement travailler, ce qui n'est pas forcément évident pour les étudiants en histoire, où là, forcément, on n'a pas de... Quand on fait juste de l'histoire classique, on n'a pas de connaissances concrètes. Là, en archéologie, vous avez cette compétence en fait, que vous acquérez qui vous permet en fait de travailler tout de suite. C'est vraiment un plus. Oui. C'est important en fait en archéologie de se faire la main sur le terrain parce que autant l'enseignement théorique sur les bancs de la fac c'est bien, mais il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre en fait dans l'amphi. Il faut avoir la truelle en main, il faut voir les couches stratigraphiques en fait, les couches de terre. Quelque part, il faut sentir en fait un peu le métier et le terrain c'est une part essentielle de la formation. On ne peut pas faire l'économie, je pense, du terrain ou y aller juste pour la note si on se destine à une carrière d'archéologue, en fait. Et donc, dans cette entreprise d'archéologie préventive, tu n'y es pas resté longtemps? Comment ça s'est passé? Alors non, en fait, j'y suis rentré parce que se trouvait parmi le personnel, en fait, une bonne amie qui était aussi très régulièrement présente sur les chantiers programmés estivaux sur lesquels on intervenait. Et du coup,
comme l'archéologie préventive à l'époque était en plein développement, ils avaient besoin de beaucoup de monde en fait, il y avait une très forte demande. Ça paraît étonnant d'ailleurs avec le recul, quand on voit aujourd'hui la difficulté que beaucoup d'étudiants en fait ont à trouver un boulot en archéo. C'est plus compliqué aujourd'hui. Ah, c'était un peu l'âge d'or avant. Et c'est EVA en fait qui m'a passé un coup de fil pour me demander si j'étais intéressé par un poste en fait. Donc j'ai travaillé donc de 2008 à 2011 chez EVA. Ça a été extrêmement formateur. L'archéologie préventive, c'est un autre univers. Ça donne d'autres idées. Ça oblige à une autre rigueur et une autre méthode. Et puis, j'ai eu un gros problème de santé. Donc, j'ai arrêté l'archéologie, j'ai arrêté le préventif. J'ai eu un petit off, en fait, pendant un long moment. Je me suis même posé la question de faire autre chose. Arrêter l'archéologie et faire de la sylviculture ou un truc comme ça. C'est quoi la sylviculture ? Cultiver des arbres. Ah ouais. Ouais. Bon, ça va, on reste dans l'extérieur. Il y a une petite cohérence. Et puis finalement, quand ça a été mieux, que ma santé s'est restaurée, j'ai été contacté par une association qui cherchait un archéologue pour des missions dans l'océan Indien, aux Seychelles. Waouh, ah ouais. Ouais. Rien à voir avec les châteaux normands, là. Rien à voir avec les châteaux normands, j'ai dit oui, et ça a été ça a été génial, les Seychelles. Mais c'est un rêve, ça. Enfin, c'est. Ouais. On dirait quelque chose de faux. Viens, on te propose d'aller étudier aux Seychelles, mais on dirait un faux mail qu'on peut recevoir. Exactement. Toi, c'était un vrai. Ouais, c'est ça. C'est exactement le genre de spam qu'on reçoit dans sa boîte mail. On vous propose un séjour aux Seychelles, tout frais payé. Et en fait, oui, non, c'était vrai. La mission consistait en fait à étudier un cimetière en surface, donc sans fouille, en fait, sur l'île de la Digue. Donc j'ai fait une typologie des tombes, ce qui a permis en fait d'avancer un petit peu sur la compréhension du cimetière, la façon dont il s'est développé. Elle datait de quelle époque, les tombes ? Alors fin du XVIIIe siècle. Oui, donc là, pas Moyen-Âge. Oui, non, pas du tout. Non, en fait, les îles sont pas du tout habitées avant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Puis donc j'ai eu l'occasion, quelques années après, de retourner aux Seychelles pour conduire une opération d'archéologie programmée sur un des premiers établissements, en fait, une colonie française à la plaine Saint-André, ce qui a été génial aussi. On a fouillé les cuisines, une partie de l'enclos des tortues. Mais c'est fou parce que du coup, c'est pas du tout ta spécialité. Non, et pourtant, on peut te proposer des projets comme ça ? Oui, parce qu'en fait, ce qui était important dans cette mission, c'était la méthode. Il y avait des gens, évidemment, du ministère de la Culture des Seychelles qui étaient là pour tout l'aspect, je dirais, culturel, évidemment. Mais les Seychelles voulaient développer, en fait, une archéologie un peu plus scientifique. Et ils avaient besoin, en fait, de méthodes. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je suis parti. C'est-à-dire leur montrer des méthodes d'enregistrement, leur montrer en fait un peu la façon dont on travaille et dont on conduit certaines opérations, ce qui leur a permis de s'inspirer en fait de l'archéologie telle qu'on la pratique aujourd'hui. Je sais qu'il y a aussi un collègue kényan qui est intervenu sur un autre monument, également pour leur montrer aussi d'autres méthodes plus anglo-saxonnes aussi dans leur approche. Ça a permis aux Seychelles de développer vraiment ce volet qui était auparavant un petit peu délaissé. C'était vraiment bien parce que même si effectivement je connais rien du tout à l'époque coloniale française dans l'océan Indien, c'était l'occasion de mettre en œuvre une méthode sur un nouveau champ de recherche, on va dire. C'était pas trop dur de revenir après ? Ah, c'était particulier, ouais. Mais bon, après j'ai eu l'occasion d'aller bosser en Guyane. J'ai fait, encore une fois, de la prospection de surface, topographie et recherche de vestiges sur le bagne de Cricanguille, qui se trouve dans la forêt secondaire en Guyane, un ancien bagne pour les Anamites. Comment dire, les opposants politiques qui venaient de la région d'Indochine, ce qui est Vietnam, Cambodge actuellement. Et ils les envoyaient en Guyane ? Exactement, ouais. Ah ouais. Ouais, ils avaient un bagne rien que pour eux, au fin fond de la forêt, ce qui devait être assez rock'n'roll, en fait, à l'époque où ça marchait. Donc aujourd'hui, c'est complètement sous couvert forestier, et avec la DAC et le Conservatoire du Littoral, il y avait un projet de recherche, donc il avait fallu cartographier les vestiges en priorité, identifier ce qui restait et essayer de comprendre en fait l'organisation, parce qu'aujourd'hui c'est la forêt, en fait, c'est l'orée de la forêt amazonienne en quelque sorte. Il était nécessaire en fait d'arriver à comprendre ce qu'on avait sur les documents et arriver à les remettre sur le terrain, parce qu'on n'y voyait plus rien en fait. Et on a des photos du bagne à l'époque où il fonctionnait, mais il n'y a pas de forêt, c'est une plaine, donc on a une vision du terrain qui est plus du tout celle d'aujourd'hui. La nature avait vraiment repris ses droits là. Ah oui, vraiment, ouais. C'est assez dingue.
Donc encore une fois, c'est une application de la méthode, simplement arriver sur le terrain et à partir d'une collecte assez minutieuse des données de surface, arriver à essayer d'améliorer la connaissance qu'on a d'un site. Et ça, en fait, je l'ai hérité de toute ma carrière et toutes mes recherches en archéologie médiévale, puisqu'en fait, c'est vraiment un des axes qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'étude de surface, la topographie, essayer de collecter un maximum d'informations avant de commencer à creuser de ce qu'on a à disposition en surface. Donc les reliefs de terre, les vestiges, les végétaux vifs, ça peut être des sources... Les végétaux vifs, comment ça ? Les végétaux vivants, on avait testé cette approche qui était décrite dans un vieux bouquin. Il y avait une collection, les archéologiques, qui remonte à... Oui. qui était dirigé par un prof de l'université d'Amiens. Et en fait, il y avait différentes thématiques. Et il y avait un bouquin qui était consacré à la botanique. Et dedans, il y avait un chapitre sur la prospection, sur les végétaux vifs, qui était une technique expérimentale que j'avais trouvé sympa, que j'avais remis en œuvre. L'objectif, c'est de se dire, bon, il y a certains végétaux qui sont vivants, mais qui sont des anomalies dans leur contexte naturel. Ils ne devraient pas être là. Exactement. Et du coup, est-ce que ça nous donne des informations sur ce qu'il y a en dessous ? On avait fait un test avec Marie-Cécile Truc, donc, qui est archéologue à l'INRAP, sur son chantier de la léproserie Saint-Thomas-d'Hésier, parce qu'elle avait une interrogation sur le tracé des enclos en fait, de la léproserie. Et du coup, on a fait une prospection systématique sur les pieds de houx et de fragons qui étaient dans la forêt, qui sont notoirement des végétaux utilisés au Moyen-Âge pour faire des haies. On avait d'ailleurs... Ah oui. Bah oui, on a d'ailleurs des sources sur l'abbaye de Jumièges qui avait des possessions dans cette forêt et qui stipulent qu'il y a effectivement des haies de houx pour délimiter les propriétés de l'abbaye. En plus, le secteur de la léproserie avait comme caractéristique d'avoir énormément de houx et de fragons qu'on ne trouvait plus dès qu'on s'éloignait à 500 mètres autour, donc on s'est dit il y a quelque chose à faire. Donc on a pointé tous les pieds et ensuite, sur la base de nos conclusions, Marie-Cécile a entrepris donc une campagne de fouilles sur les secteurs qu'on avait identifiés. Et effectivement, il y avait une corrélation entre les alignements de houx et de fragons et les anciens talus de la léproserie qui se trouvaient en dessous. Ah, c'est génial ça. Ouais, c'est fou en fait de se dire que finalement en fait les houx et les fragons qu'on a identifiés, c'était ni plus ni moins que les descendants de ceux qui ont été plantés au Moyen-Âge. Alors ils se sont un peu étalés, mais pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup quitté l'endroit. Et il y avait encore une séquence, une alternance, un pied de houx, plusieurs pieds de fragons, un pied de houx, plusieurs pieds de fragons. Et du coup, même si ça s'était un peu étalé, ça matérialisait encore les enclos de la léproserie. Donc ça, c'est une thématique qu'on a utilisée sur les châteaux et avec succès à certains endroits où on a pu détecter des plantes potagères ou d'agréments à l'intérieur de l'enceinte qu'on ne trouve pas à l'extérieur. Et puis souvent une forte densité d'épineux de tout genre sur les extérieurs, probablement à des fins défensives, ce qui est connu aussi dans les sources. On sait que parfois sur les bords de fossés de châteaux, on a des haies d'aubépines, de houx, de ronces qui servent en fait de ligne de défense. C'est très multidisciplinaire en fait l'archéologie, parce que là tu dois à la fois faire de la botanique, de la topographie, tu dois vraiment constamment te former, j'imagine. Ouais. Il faut être conscient, je pense, de deux choses en archéo. C'est d'une part, il faut garder l'esprit ouvert et constamment en fait voir d'autres disciplines, regarder ce que font les autres, regarder, pas hésiter en fait à adapter ses méthodes et ses techniques. Et puis on en reparlera peut-être, mais c'est notamment le cas avec l'émergence de la photogrammétrie, qui est une vraie révolution, je pense, au sein de l'archéologie. Et puis il faut aussi être humble, reconnaître qu'on ne peut pas être un homme orchestre de l'archéologie. On ne peut pas être super compétent en botanique, en céramo, en anthraco, enfin en étude des charbons, en topographie, etc. Il faut aussi savoir compter sur des gens dont c'est la spécialité. Donc l'archéologie, c'est aussi un travail d'équipe, quoi. C'est pas tout seul dans son coin. Oh là là, mais c'est super intéressant. Oh là là, il faut que je fasse plus d'épisodes là-dessus. Alors revenons à ton parcours, là tu étais en Guyane. Est-ce que tu as fini par revenir en France métropolitaine ou est-ce que tu es encore allé ailleurs ? Alors, effectivement, j'ai quitté l'outre-mer, bien à regret, parce que j'ai apprécié être à l'étranger, notamment dans le cas de la République des Seychelles, et j'ai tout autant apprécié en fait être à l'outre-mer. La Guyane, ça a été une expérience fantastique, même si beaucoup imaginent la Guyane comme étant une espèce de Far West vert avec des migales partout, ce qui n'est pas totalement inexact. Mais c'est assez génial. Donc du coup, après une petite incursion en Martinique, on a travaillé rapidement sur des fours de potier là-bas. Je suis revenu en France et j'ai développé en fait ma propre activité. J'ai quitté l'association pour laquelle je travaillais et je me suis lancé en profession libérale. Oui, alors pourquoi
tu te définis comme archéologue libéral? Parce que c'est mon statut légal. En fait, je me suis dit, j'avais envie de faire de l'archéologie, de continuer. Faut être réaliste, je crois que je suis trop vieux pour être responsable d'opération. Si, c'est quand même... responsable d'opération en archéologie préventive, c'est un boulot qui requiert, je dirais, une endurance physique exceptionnelle. Je salue... Parce que attends, tu as quoi, tu as une quarantaine d'années. Ouais, T'as 40 ans, c'est quand même encore jeune. Et tu me dis pourtant, c'est déjà trop vieux? Aujourd'hui, je me sens pas en fait la santé de repartir sur du préventif. Et vraiment, hein, j'admire les collègues qui le font en continu depuis des années, parce que parfois c'est vraiment être dans des conditions abominables. J'ai fait des chantiers où on était en décembre, janvier. La terre était gelée, alors il fallait qu'on trouve des solutions pour avancer, etc. Puis c'est un travail physique, parfois on est dehors, il fait froid, il pleut, on est mouillé, on est obligé de piocher, et du coup j'avais envie en fait de pouvoir continuer à faire ce qui me plaît en archéologie, d'en vivre en fait, c'est-à-dire de vivre de mon métier, on peut le dire, hein, de ma passion, ce qui est parfois difficile, et je me suis dit finalement en fait la meilleure méthode c'était de me lancer en indé. Mais il y a de la place pour ça? Alors, il fallait la faire. Parce que tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je veux bien que tu nous racontes un peu comment aujourd'hui ça se passe en archéologie et comment toi, tu t'es dit, je peux me lancer en indépendant. Je suis sorti du circuit préventif depuis un petit moment, mais je suis un petit peu ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux, hein, et on voit bien qu'il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de la fac et qui sont d'ailleurs parfois super qualifiés, hein, et qui ont des difficultés infinies pour trouver du taf. Et dans mon domaine, en fait, en 20 ans, j'ai développé un réseau. Du coup, ce qui m'a un petit peu motivé à me lancer, c'est que j'ai des gens parmi mes connaissances qui cherchaient en fait de l'expertise, qui cherchaient quelqu'un qui était en mesure de faire de l'étude de bâti, qui était en mesure de les guider un petit peu dans certains projets pour des collectivités territoriales, etc. Et donc je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire. En plus, bien souvent, les collectivités territoriales ont parfois des châteaux en ruine dont elles aimeraient faire quelque chose, le valoriser, l'expliquer aux gens, et elles ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire qu'il y a une collectivité qui avait vraiment des besoins importants sur mon sujet de prédilection, donc les châteaux. En Normandie ou... En Normandie, ah. Tout à fait, ouais. Et du coup, ils étaient partis sur un projet qui était un peu fantasmagorique. Ils voulaient reconstruire une tour en bois sur une vieille motte. Donc, l'ABF leur a dit non, prenez conseil auprès de quelqu'un. Le maire avait de l'ambition, c'était... Oui. Oui. Après, ça partait d'un bon sentiment. Ils voulaient rendre intelligible le château aux touristes. Sauf qu'en fait, ce qu'ils se proposaient de faire, c'était un Moyen-Âge fantasmé, et c'était pas du tout ce que le château était. Donc, on m'a confié l'étude du château, les relevés, donc topographie, bathymétrie. Il y a des parties en eau, donc il a fallu qu'on aille faire de la topographie sous l'eau. D'accord. C'est ce qu'on appelle la bathymétrie. Et du coup, ça nous a permis d'avancer sur un petit château. J'ai été amené à faire pour la même collectivité une étude d'un champ de bataille médiéval, qui est un challenge, je dois dire. Raconte-nous comment on fait une étude d'un champ de bataille médiéval. C'est fou ça, ce truc-là. Il y a encore des traces des chevaux, qu'est-ce qu'on voit encore dessus? Non, justement, en fait, c'est même un énorme problème. On ne peut pas fouiller un champ de bataille médiéval. Par définition, c'est un épisode extrêmement court, surtout médiéval. Hein. Les hommes du Moyen-Âge, il n'y a pas d'artillerie. Ça laisse pas des traces comme un champ de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, où tu aurais des munitions, des trucs comme ça. Un champ de bataille médiéval, c'est fugace, ça laisse pas de traces, c'est très étendu, donc on ne peut pas imaginer de faire une fouille archéologique programmée sur 20 hectares de champs à décaper intégralement pour essayer de trouver 3 boucles de chaussures et 2 pointes de flèche. Et toi qui voulais un peu te reposer physiquement, là, c'est pas du tout le projet, quoi. C'est mort. Donc il a fallu qu'on utilise d'autres techniques, et c'est essentiellement en fait encore une fois tout ce que j'ai fait en topographie et en études de surface. J'ai fait un truc qui paraît évident mais qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire topographier le champ de bataille pour arriver en fait à comprendre sa morphologie. Tout simplement. Donc comprendre le moindre petit dénivelé, vraiment même de quelques centimètres à ce point? Exactement, ouais. Associer en fait la topographie avec les données iconographiques anciennes, donc la toponymie ancienne, etc. Reprendre l'intégralité en fait des sources, puisque en l'occurrence donc j'ai travaillé sur la bataille de Verneuil qui s'est déroulée en août 1424, donc une grosse bataille de la guerre de 100 ans, totalement méconnue en fait en France. Hein. C'est une sorte d'Azincourt en 4 fois pire, mais en fait tout le monde l'ignore. C'est un truc de dingue. Et donc du coup j'ai remis à plat toutes les sources des différents auteurs, parce que c'est une bataille qui a été un tel drame pour l'armée française qu'en fait elle est très abondamment décrite.
Et puis les Anglais, comme à leur habitude, en fait, ont des sources comptables gigantesques, ce qui permet en fait de refaire un point de l'armée. Et du coup, en mixant en fait les données de terrain, les sources, et puis donc il y a un petit musée local à Verneuil qui avait soigneusement collecté des petits objets tout pourris qu'ils avaient gardés dans un coin, qui venaient des labours en fait, que les cultivateurs avaient ramassés, puis ils s'étaient dit bon bah ça a l'air vieux, on va ramener ça au musée de la Tour Grise. C'est un bon réflexe. Ouais. Et donc du coup ils avaient une collection de petites boucles, quelques pointes de flèches, du harnachement équestre, des vervelles, c'est-à-dire en fait des espèces de comme des petits écus qui se suspendent à des harnachements équestres ou à des vêtements. Et du coup, en fait, grâce aux cultivateurs, en fait, on a pu resituer à peu près en fait, d'où venaient ces trucs. Et en faisant une étude de mobilier, il s'est avéré qu'une grosse partie de la collection en fait, correspondait à la période fin 14, début 15, avec essentiellement des objets qui sont d'une ère chronoculturelle, donc c'est-à-dire une ère qui correspond à la fois dans le temps et dans l'espace à la Normandie, la Bretagne et le sud de l'Angleterre en fait. Donc ça correspondait tout à fait à ce qu'on savait pour la bataille, et en mettant tout ça en perspective, ça nous a permis d'avoir une meilleure compréhension de la bataille. On a réussi à lever des problèmes qui persistaient depuis longtemps sur la compréhension de la bataille. Et puis, ça nous a permis aussi d'avancer quelques éléments inédits, notamment sur la présence d'arbalétriers, qui n'avaient pas été mentionnés jusqu'à présent et qui a été identifié à la fois par la relecture des sources et par l'étude de mobilier. J'ai vu que tu as fait une vidéo avec Nota Bene sur cette bataille, c'est ça ? Oui, il a fait une vidéo sur la question qui résume les grands points et qui permet de dépoussiérer en fait cette bataille et de la sortir un peu de l'oubli. Ouais. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Alors donc, si on revient à ton activité d'archéologue, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ton travail, en gros, on t'appelle, on dit voilà, on voudrait en savoir un peu plus sur tel bâti, et toi tu viens. Et donc, tu fais juste une étude, si je puis dire, et sans vouloir bien sûr t'offenser, théorique. Parce que donc tu ne creuses plus. Ouais, c'est ça. Alors évidemment, l'archéologie, c'est pas que creuser. L'archéologie du bâti, c'est étudier des bâtiments sans faire de trous. Mes dernières opérations archéologiques classiques, je dirais, datent de 2017, où j'avais mené une opération de sondage sur le château d'Avreilly dans l'Eure et le château de Montfort-sur-Île dans l'Eure également. Donc depuis, en fait, je suis pas retourné à la fouille. J'ai été fort occupé à tout un tas d'autres choses. Ça me manque un peu, je veux dire. J'aimerais beaucoup reconduire une opération. Par contre, je pense que si je reconduis une opération de fouille, ça sera une opération programmée. Je préférerais en fait ce mode parce que je suis plus orienté sur de la recherche pure et dure maintenant. J'aime bien le tempo de l'opération programmée. Alors il y a différents sites qui sont en lice. On verra ce que ça donnera pour l'avenir. Ouais. Des châteaux normands, j'imagine, des choses dans ce style. Ouais, il y a une maison forte. Ouais. Ah. Ouais. Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment ? Donc en ce moment, je travaille sur différents projets. J'ai terminé en fait une étude topographique sur un château en Bretagne, pour le compte d'une collectivité territoriale dans le cadre d'une route touristique à thématique archéologique en fait. Et je travaille également sur, alors cette fois-ci du mobilier, donc une statue monoxyle, une statue en bois d'une seule pièce, qui a été redécouverte, on va dire, dans une petite église rurale du département de l'Eure. Et donc qui est actuellement en cours de restauration. On a fait donc une étude de mobilier sur cette statue qui s'avère en fait être une pièce tout à fait intéressante. On est en train de développer actuellement une application de visite pour permettre en fait aux gens de voir cette statue et d'accéder en fait aux données, aux résultats de l'étude sans avoir besoin d'entrer dans l'église. Et puis par les temps qui courent avec le Covid, une appli, ça nous a semblé aussi être une bonne solution pour permettre aux gens de visiter sans tous les désagréments en fait liés à la réception du public. Ouais, tu travailles aussi sur le côté médiation dans ton travail. Exactement, et je crois très sincèrement que l'archéologie, c'est une discipline qui a le devoir de transmettre. On ne peut pas garder ce qu'on trouve en fait rien que pour nous, entre archéologues, et puis c'est tout, quoi. Notre boulot, en fait, il concerne tout le monde, et le volet médiation, valorisation, c'est super important. Ouais. Si on vulgarise pas, si on n'est pas capable en fait, de dire simplement ce qu'on a trouvé, d'expliquer aux gens, je pense qu'on manque un truc, en fait. Pour toi, qu'est-ce qui reste encore à montrer sur les châteaux en Normandie ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même s'il y a eu de grandes avancées. Il y a quand même des noms importants sur l'étude des châteaux et de la castellologie, comme c'est parfois nommé. C'est un terme qui a été inventé par Michel Deboire, qui était prof à l'université de Caen, qui était en fait le directeur de thèse de ma directrice de maîtrise, et qui a inventé sur le mode de la boutade le terme castellologie. L'étude des châteaux, quoi. L'étude des châteaux, ouais. Et du coup, c'est un peu une spécialité normande. Il se trouve qu'en plus, on a beaucoup de châteaux.
Il paraît, ouais. On étudie ce qu'on a sous la main. Et il y a des approches en fait à revoir, je pense en termes de chronologie, en termes de développement et d'évolution morphologique. Encore aujourd'hui, à la fois de la part des gens, mais aussi de la part de beaucoup de spécialistes, il y a quand même une vision un peu monolithique du château, comme si c'était un édifice qui était conçu comme tel qu'on le voit aujourd'hui, alors qu'en fait c'est des édifices qui vivent, qui se modifient, qui changent énormément et qui en fait ont parfois des faciès aujourd'hui qui sont très éloignés du faciès qu'ils avaient au démarrage. Je pense à des châteaux extrêmement complexes, par exemple comme le château de Gisors dans l'Eure ou le château de Verneuil, entre autres, qui sont des châteaux dont le visage s'est considérablement transformé et qui laissent perplexes en fait les spécialistes parce que il y a peu d'éléments matériels, souvent ils sont recouverts par du tissu urbain et en fait c'est assez difficile de tirer son épingle du jeu et il faut justement c'est là que l'archéologie intervient, l'étude de surface, l'étude de bâti, c'est un moyen d'améliorer la connaissance qu'on a des châteaux. Alors pour finir cette interview, Thomas, j'ai une question un petit peu rituelle dans Passion médiéviste et vu que j'ai un archéologue sous la main, ce qui n'est pas souvent le cas, donc j'en profite pour te la poser. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans des études d'archéologie, donc pour devenir archéologue ? Il faut être conscient que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, surtout en ce moment. Il ne faut pas se leurrer sur je dirais les débouchés en lien avec l'archéologie. La compétence ne fait pas tout. Il y a aussi peu de place, donc faut bien garder ça à l'esprit. Mais en même temps, le conseil que j'aurais à donner, c'est il faut faire feu de tout bois en fait. Faut vraiment s'y consacrer, se donner la peine en fait d'acquérir l'expérience sur le terrain. C'est un petit peu comme de la forge ou de la poterie, quoi. Il faut avoir le marteau en main ou l'argile. C'est indispensable en fait pour le métier d'archéologue. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, je dirais. On voit en archéologie, parfois il y a des spécialistes qui sont très compétents dans leur domaine, mais qui ont des difficultés avec tout ce qui est interprétatif. Bien sûr, il ne faut pas non plus partir dans des délires et des contes de fées, mais il faut se mouiller en archéologie. Le consensus mou, c'est pas bien. ça fait pas avancer l'archéologie. Faut être conscient qu'on va dire des trucs qui seront des erreurs, peut-être à un moment donné, ou qui seront à réviser, mais faut assumer parce que c'est à cette condition que la connaissance elle avance. Je vois dans ma carrière, si j'ai dit des conneries, parfois je les ai même écrites dans des articles, mais ça a permis d'avancer en fait, de se dire ah bah non en fait je voyais pas ça sous cet angle, etc. Donc le conseil c'est vraiment garder l'esprit ouvert, pas avoir peur de se tromper et vraiment se donner les moyens d'exceller dans son domaine, quoi. C'est pas hésiter à consacrer du temps de vacances, faire du travail par soi-même, acquérir les compétences qui nous semblent nécessaires. Ça demande de l'abnégation, mais ça vaut le coup. Merci beaucoup Thomas Guérin pour tout ce que tu nous as raconté. Vraiment, c'était passionnant de t'écouter nous parler d'archéologie. Donc bon courage pour la suite. Merci beaucoup de ton invitation, Fanny. Si la thématique des châteaux vous intéressait, les auditeurs, vous pouvez écouter l'épisode 45 qui était consacré aux portes des châteaux avec Gaëtan Koenig en Bourgogne. Donc là, sous l'angle archéologique, effectivement. J'avais aussi consacré un épisode, l'épisode 7 du format rencontre avec Baptiste. Nous avons parlé d'archéosciences et de son travail sur des recherches menées sur des exploitations minières du bas Moyen-Âge dans la Haute-Vienne. Et je trouve effectivement que je ne parle pas assez d'archéologie dans ce podcast. Mais c'est pas du tout par manque d'envie. Donc si des personnes en master ou en thèse d'archéologie médiévale nous écoutent et ont envie de parler de leur sujet dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous verrez dans la description de cet épisode, il y a mon mail. Et si vous voulez écouter d'autres personnes vous parler de leur métier lié au Moyen-Âge, eh bien allez écouter tous les autres épisodes de la série Rencontres. Par exemple, dans l'épisode 10, on avait un maître d'armes, Fabrice Cognot. Dans l'épisode 8, on avait une conservatrice, Louisa Torres. Ou encore à l'épisode 5, on avait un maître verrier qui nous parlait des vitraux au Moyen-Âge. Donc allez écouter tout ça et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!